La première fois en fait, que j'étais confronté à la notion de génocide, donc j'ai fait pas mal de choses, je ne vais pas raconter tout ce que j'ai fait. Ça. Déjà, il y a tellement de questions que lorsque j'entendais le programme, je me disais qu'il faudrait 2-3 jours. Donc je vais essayer d'être assez bref et de laisser plutôt la place aux questions. Mais la première fois que je me suis trouvé confronté à la notion de génocide, en fait, c'est sur la Yougoslavie, où un certain nombre de gens parlaient de génocide en Yougoslavie. Et ça a toujours été un facteur de réflexion. La Yougoslavie, le point saillant sur la Yougoslavie, c'est Srebrenica, donc c'est peut-être un peu vieux pour vous, mais c'est pas très grave. C'était un village qui était assiégé par la partie serbe, un village donc bosniaque, assiégé par la partie serbe, et les Serbes ont laissé partir la population, le village s'est rendu, la population a été sortie de ce village, hein, qui était encerclé donc par les Serbes, et les Serbes ont tué tout le monde, sauf les au-dessus de 15 ans. Mais toute la population civile a été tuée, sauf ceux qui avaient moins de 15 ans. La justice internationale a déduit de cela que c'était un génocide. Je passe beaucoup d'étapes. Je n'ai jamais été d'accord avec cette notion, mais après on a le droit de discuter parce que le génocide c'est une notion totale. C'est pas on extermine une partie, c'est pas une affaire de massacre, c'est pas une affaire de nombre, c'est une intention, c'est la définition que vous repreniez, c'est une intention d'éradication complète. Srebrenica, en revanche, c'est incontestable, est un crime de guerre. Et un crime de guerre rentre dans la catégorie crime contre l'humanité. De la même manière qu'un génocide fait partie de la catégorie crime contre l'humanité. Mais à la différence du crime de guerre, qui n'a pas de connotation politique, dont l'énoncé est assez factuel, la notion de génocide est un objet politique dont les partis, les uns et les autres, en fonction de leur grille de lecture politique, ont envie de se saisir pour porter une cause. Ça arrive assez fréquemment. J'ai entendu parler, j'ai découvert par exemple, là aussi c'est quelque chose que vous connaissez sans doute pas, mais il y a eu de très importants massacres à Timor. Le Vatican a parlé de génocide. Non, ce n'était pas un génocide, c'était des massacres, c'était terrible, c'était atroce, c'était désastreux. Il y a eu énormément de morts, mais ça n'avait rien à voir avec un génocide. Et cette notion de génocide, à la fois est très polémique. Pourquoi elle est polémique? Parce que tout le monde ne l'entend pas de la même manière. En Europe, la lecture du génocide est une lecture qui s'apparente à ce que, enfin, qui est cette prévue, c'est cette notion d'éradication, d'extermination, d'annihilation totale d'une population désignée. Et quand on parle d'annihilation, c'est juste la mémoire. C'est-à-dire qu'on va effacer toutes les traces. On va peu à peu effacer les cimetières, on va effacer les villes, on va effacer les témoignages. Il ne doit rien rester. Or, aux États-Unis, par exemple, la notion est beaucoup plus lâche. On va qualifier de génocide des massacres. Donc il y a déjà cette différence d'appréciation en fonction des cultures qui peuvent être différentes, qui compliquent cette notion-là, même si elle était formalisée après la définition formelle. Je ne vais pas reprendre la définition, le texte originel, c'est la définition formelle à l'ONU, c'est toute partie d'une population. C'est extrêmement imprécis. Extrêmement imprécis parce que toute partie, c'est pas la même chose. Et à partir de quel moment on considère qu'une partie est significative? Est-ce que c'est 5%, 10%, 15%? Vous voyez, on rentre dans des marges de discussion qui sont absolument, qui sont pas tenables, intellectuellement qui sont pas tenables. Lorsqu'on essaye de définir un objet, l'obligation c'est d'être précis, surtout sur ce genre de thème. Donc cette notion de génocide a toujours eu une connotation forte, politique, et donc de discussion. On va revendiquer parfois sur des causes, je parlais de Timor ou d'autres, des questions de génocide. Mais on n'est pas obligé d'être d'accord. On n'est pas obligé d'être d'accord. Et moi, je vois souvent des batailles de chiffres, mais le fondement, c'est pas dans les chiffres, même si les chiffres sont importants, c'est dans le constat. Parce que, aussi, une autre particularité de la notion de génocide, c'est qu'on ne peut le constater qu'après coup. Ça n'est qu'après que l'on peut véritablement le constater. On le voit en marche, je l'ai vu en marche au Rwanda, on le voit en marche, mais on ne sait pas.
où ça va s'arrêter? Jusqu'où ça va aller? Et c'est lorsque on arrive au silence, au fracas des armes, lorsque la scène s'apaise, que l'on peut véritablement constater les choses. Pourquoi? Pour une raison toute simple, hein. C'est que dans le cadre d'un génocide, c'est extrêmement rare, extrêmement précieux, qu'on a très peu l'occasion d'avoir, ces témoignages. Et oui, lorsqu'on veut tuer tout le monde, lorsque le but est la révocation totale, qu'est-ce qu'on fait en même temps? On tue la parole. On tue la possibilité de récit. Les premiers jours, je ne vais pas raconter dans le détail, mais moi j'étais au Rwanda la première fois en 1990, c'est-à-dire au début de la guerre. J'y suis retourné plusieurs fois avant que le génocide ne soit déclenché, et j'y étais présent pendant le génocide. Lorsque j'y retourne pendant le génocide a démarré le 8 avril, le 7 avril, moi j'y retourne dans la première quinzaine de mai, vous voyez, à peu près 3 semaines après le début de la mécanique. Qu'est-ce que je constate en tant que journaliste lorsque j'arrive au Rwanda? C'est très simple, je suis dans une voiture avec quelques confrères, on roule dans ce pays, on n'entend rien, on ne voit personne, on voit que des morts. On ne voit que des morts. C'est très beau, mais c'est le printemps, c'est le début d'été, un ciel bleu, des arbres, le vent, quelques nuages, on entend le bruissement des feuilles, on voit des maisons brûlées, on voit des corps. On roule, on ne voit que des corps. Au bout de 3 jours, qu'est-ce que je peux raconter? Rien. Ce que j'ai à raconter, c'est en quelques lignes. Nous avons roulé 3 jours et nous n'avons vu que des morts. C'est ça un génocide. Mais ce que je constate à ce moment-là n'est pas suffisant encore. On peut commencer à articuler la notion, l'idée, mais pas l'affirmer, parce que ça n'est qu'un constat à un moment donné, à un endroit donné. Il faut aller plus loin pour pouvoir, avant d'élaborer, de pouvoir qualifier ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe le soir du 3e jour? Je tombe sur nous tombons, parce que nous sommes quelques-uns, sur des rescapés, des survivants. Mais eux, ils n'ont rien à raconter. Pourquoi? S'ils ont survécu, c'est parce qu'ils sont cachés. Et lorsqu'on se cache, on ne voit rien. On ne peut pas attester de ce qui s'est passé. Ils s'étaient cachés dans les marais, ils avaient des roseaux, ils respiraient avec un roseau, ils étaient sous l'eau. Et la nuit, ils essayaient de trouver de quoi survivre. Voilà. Alors, ils racontaient leur histoire. Mais après, le témoignage du rescaté est quelque chose de très particulier. C'est-à-dire qu'un rescaté, c'est un récit qui tourne en boucle, sans aucune notion chronologique. Donc, lorsqu'on ne connaît pas, ça paraît complètement un peu branquignol. Vous voyez, on a du mal. Moi, je suis sur place, je comprends parfaitement ce que me racontent les gens. Mais je sais que si je le restitue tel que, ici, parce que je m'adresse à un public français, les gens ne comprendront pas l'ampleur de ce qui s'est passé. Parce que les rescapés n'ont pas les mots pour décrire la réalité de ce qui s'est passé. Ils peuvent décrire ce qui leur est arrivé, ils peuvent décrire un certain nombre de choses, ils seront justes, ils seront honnêtes, ils seront sincères, ils le raconteront tel que. Mais ça n'attestera que d'une petite partie de l'événement qui vient de se produire. Et le témoignage, dans un cas de génocide, est extrêmement rare. Il y a toujours des rescapés. On ne peut pas tuer toute une population, on ne peut pas l'éradiquer totalement, c'est pas possible. C'est techniquement pas possible. Donc il y a toujours des rescapés. Ils sont très peu nombreux par rapport à la population de base. Très très peu nombreux. Ce sont des gens qui sont meurtris, qui ont perdu toute leur famille. Quand je dis perdu toute leur famille, c'est pas une ou deux personnes, c'est 40, 50 personnes. C'est de cet ordre-là, et ça c'est une moyenne, c'est pas un chiffre important, c'est la moyenne, c'est 40, 50 personnes, à minimum, à minima. Et c'est des gens qui sont extrêmement fragiles, et qui ne vont pas oser parler. Pourquoi? Parce que le rescapé se sent coupable. Pourquoi j'ai survécu? J'ai fait une faute. Ils sont tous morts et moi j'ai survécu. Il est coupable, il se sent naturellement coupable d'avoir survécu. Donc la parole est extrêmement rare, elle est fragile, elle est hésitante, elle ressort du murmure. La parole, en revanche, d'autres paroles, celle de ceux qui ont commis le génocide, elle est extrêmement importante, elle est affirmative.
posée, elle est sûre d'elle, elle est nombreuse. Ah oui, eux, ils n'ont pas été tués, c'est eux qui tuaient. Donc eux sont restés vivants, bien entendu. Donc on a deux plateaux de la balance qui sont complètement déséquilibrés. Des rescapés à la voix extrêmement fragile, et des gens qui ont tué, qui vont clamer un discours qui existait déjà avant le génocide, à savoir, ce n'est pas nous qui avons tué, nous n'avons fait que répondre à une agression. Et on va développer un discours, on va le clamer, on va le marteler de plus en plus. Et on a la parole, puisque ils sont extrêmement nombreux. Donc on peut s'emparer de la parole. Et les gens qui commettent le génocide s'emparent de la parole. Voilà un peu la difficulté. Donc, au lendemain d'un génocide, qu'est-ce qui se passe? On entend des discours extrêmement importants de la part de la communauté des tueurs et de ceux qui ont adhéré au discours de l'élimination et de l'éradication. Ils vont construire un contre-discours qui, je le disais, était déjà prêt auparavant, parce que ça ne sort pas de nulle part. C'est une construction. Un génocide est une construction. Là aussi, c'est quelque chose d'important. Le génocide de Rwanda ne démarre pas le 7 avril 1994, il démarre 20, 30 ans auparavant. C'est une lente construction dans le temps où on crée des logiques d'exclusion, on crée des logiques de diabolisation. On réduit l'homme à un animal, et on réduit les communautés à un animal. Au Rwanda, les Tutsis étaient qualifiés par les extrémistes Hutus. Je dis les extrémistes parce que jamais une communauté entière n'est responsable de quelque chose. Il y a des gens qui sont à l'œuvre et qui emmènent derrière eux une population. Donc les extrémistes Hutus parlaient des Tutsis comme des cafards. Oui, des cafards. Donc un cafard, on l'écrase. C'est simple, c'est facile. Et lorsqu'on s'est habitué à un discours pareil, lorsqu'il a été répété, asséné pendant 20, 30 ans, démultiplié, enrichi aussi par de la politique, on peut arriver à la mise en place d'un génocide. Mais c'est une lente construction dans le temps, et c'est une construction idéologique. C'est une construction politique. Ça ne ressort en rien de hasard, ce n'est pas un accident d'histoire. C'est une volonté, c'est une construction, et c'est une mécanique qui est mise en marche. Et à aucun moment, même du jour où elle est déclenchée, on peut soupçonner une logique de génocide. Mais on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un génocide. On est obligé d'attendre. C'est terrible, hein, mais c'est comme ça. On ne peut le constater qu'après coup. Parce que sur le moment, on n'a pas le temps. On ne peut pas le voir. Et puis, très honnêtement, personne n'a envie d'y croire. Personne n'a envie de croire à cette possibilité-là, à savoir l'élimination totale et systématique d'un groupe, l'éradication totale. C'est quelque chose que l'on n'a pas envie d'imaginer, que l'on n'a pas envie naturellement d'affronter. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vais essayer d'être le plus court possible pour vous laisser la parole, mais je le disais, moi je suis journaliste. J'ai toujours beaucoup apprécié un mot de Charles Péguy dans ses carnets, qui a toujours été pour moi une source de réflexion en tant que journaliste. Et ce mot-là, dans son carnet, il écrit à un moment donné, il faut toujours dire ce que l'on voit, ce qui paraît de bon sens, pas forcément facile, mais de bon sens, et il poursuit, mais surtout, ce qui est bien plus difficile, voir ce que l'on voit. Je vous laisse réfléchir un peu là-dessus, parce que voir ce que l'on voit, ça paraît être une évidence, une tautologie. Je vous assure que c'est extrêmement compliqué de parvenir à voir ce que l'on a en face de soi. Voir, comprendre, interpréter. Pas interpréter en fonction d'a priori ou d'idées qu'on peut avoir, mais interpréter en fonction de la scène que l'on a devant soi. Pour être plus clair, je vais prendre un exemple. J'imagine que vous l'avez sans doute lu, j'espère. La Chartreuse de Parme, Fabrice Waterloo de Stendhal. Dans la Chartreuse de Parme, vous avez un personnage qui s'appelle Fabrice qui arrive à la bataille de Waterloo. Et Stendhal raconte Fabrice qui voit les coups de canon, qui voit les chars de chevaux, qui est au cœur de la bataille, etc. Fabrice voit. Et Stendhal raconte ce que Fabrice voit. Mais Fabrice, en fait, ne voit rien. Il s'endort. Pendant la bataille, il s'endort. Il ne comprend pas ce qu'il voit. Et il voit sans voir. C'est Waterloo, c'est la défaite de l'Empire, la défaite de Napoléon, il ne le voit pas. Il voit juste les bruits de canon, il voit
voient ce qu'il y a en apparence, là, le bruit et la fureur, mais ils ne voient pas ce qui est en train de se jouer. Voir ce que l'on voit. Voilà, maintenant je suis à votre disposition. Alors, il n'y aura pas de micro. Ouais, alors allez-y. On va faire, voilà, allez-y, et puis après. Avez-vous interrogé des Tutsis, et si oui, avez-vous interrogé, vous avez interrogé plutôt des Tutsis, ou est-ce que vous êtes plutôt concentré, enfin excusez-moi, des Hutus, j'avais rêvé. Avez-vous plutôt interrogé des Tutsis ou des Hutus, et si oui, avez-vous ressenti une forme, une forme de regret de la part des Hutus, ou aucun, tout ça est plutôt un meurtre tout à fait normal? D'accord. Oui, alors, juste à propos du Rwanda, juste des petites précisions de base. On parle souvent de génocide rwandais. On en a vu totalement à tort. Parce que moi, je ne connais pas le génocide allemand. Je connais le génocide des Juifs en Allemagne. Et l'expression génocide rwandais, bien que la plupart du temps involontaire, hein, il y a un côté assez dédaigneux. Moi, je ne connais personne en France qui oserait parler de génocide allemand. Donc la vraie expression, la vraie désignation de l'événement du Rwanda, c'est le génocide des Tutsis au Rwanda. Et oui, parce qu'un génocide vise une population cible, ce n'est pas quelque chose de très généraliste qui serait passé dans un ailleurs improbable, entre des populations improbables. En gros, ils sont tapés dessus et ils sont fait très mal et c'était très violent. Donc le génocide des Tutsis du Rwanda. Donc les Tutsis étaient les génocidés et les extrémistes Hutus, les génocidaires. Pour répondre à votre question, oui, bien sûr, j'ai vu les uns et les autres. Mais les extrémistes Hutus que j'ai pu voir, c'était pas très sympathique que vous racontez. Oui, on est toujours au mois de mai, le gouvernement génocidaire, donc composé des Hutus extrémistes, s'était réfugié dans une ville à côté de Gitarama, à côté de Kigali, la capitale. Et puis je rencontre la ministre de la condition féminine, qui s'appelle toujours Madame Pauline. Ça représente une quarantaine de kilomètres de Kigali, c'est une route où il y avait toujours que des cadavres, puis que des abris de gens qui prièrent. Là, vous avez la dévastation, vous avez les odeurs, et vous arrivez à Gitarama, où le gouvernement intérimaire s'était réfugié. Il y avait juste à côté il s'est installé à côté d'un stade de football. Il y avait juste sur le terrain de football le studio d'émission de ce qu'on appelait la radio Émile Colline, qui est la radio La Mort, qui est une radio qui disait, voilà, à tel barrage, ils ont bien travaillé, il y avait des Tutsis, ils les ont trouvés, ils en ont tué 3 aujourd'hui, et allez dans telle maison, parce qu'on sait qu'il y a encore des Tutsis qui sont couchés. Là, c'était la radio qui donnait les instructions et qui dénonçait ceux qu'il fallait tuer. Et donc le camion de fusion était juste à côté. J'arrive, je vois Madame Pauline, et puis on commence à discuter. Et à un moment, elle me dit, mais c'est un complot. Et je lui dis, mais de quoi vous parlez? Peut-être que vous voulez me dire c'est un complot. Expliquez-moi. Elle tape dans ses mains, et un soldat de la garde présidentielle arrive, elle demande à un soldat de la garde présidentielle de venir, va me chercher les preuves. Le gars part, il revient avec des cahiers. Madame Pauline prend les cahiers, elle en prend un, deux, et puis elle en choisit un. Elle me dit, tenez, voilà les preuves. Je regarde le cahier, c'était un cahier d'écolier avec une leçon d'histoire géo. Oui, c'est un cahier d'écolier avec une leçon d'histoire géo. Elle voyait, je ne sais pas, mais vous rentrez dans un univers paradoxal, c'est-à-dire que il n'y a pas, ce sont des justifications qui paraissent démentes, mais il faut comprendre que lorsqu'on est dans l'univers du génocide, tout est logique. Mais lorsqu'on est à l'extérieur de cet univers-là, je veux dire, on est en France, en Belgique, enfin n'importe, en Suisse, aux États-Unis, on a l'impression que c'est une folie. On a l'impression, vu de loin, que c'est un accès de folie. Et lorsque vous acceptez un certain nombre d'axiomes, de principes de base, les Tutsis sont des cancrelats, des cafards, les Tutsis nous menacent, ils veulent nous tuer, après, donc, comment se débarrasser de la menace, il faut tous les tuer, donc ils nous tuent. Et puis tout devient logique et tout permet après de justifier. Donc dans ce cours d'histoire-géographie, c'était un passage sur le colonialisme, mais qui était basique, moi j'avais rien à redire, je disais, c'était tout à fait cohérent, enfin, c'était une
leçon, d'école, scolaire, il n'y avait rien à dire. Mais elle, il voyait quelque chose, c'était le complot. Et voilà, ces logiques de complot-là se mettent en marche et permettent de faire justifier les choses. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? J'étais dans une région qui s'appelle le Pigouillet, et puis le préfet de Pigouillet avait ordonné un certain nombre de massacres. Dans toute la région, de massacres Tutsis, évidemment. Moi, je suis journaliste, et mon travail, c'est de poser des questions, de vérifier. Donc, je recueille beaucoup de témoignages sur les instructions données par le préfet, et je vais voir le préfet, je discute avec lui, pour lui poser des questions. Voilà, on me dit que vous avez dit qu'il fallait tuer tout le monde dans le village, etc., etc. C'était une discussion très sympathique, il était avec les gardes du corps, voilà, voilà, oui, j'ai rencontré les gens, oui, je parlais avec les gens, bien sûr, avec les victimes et les assassins, mais oui, après, toujours pareil, tous les Tutsis ont été victimes, tous les Hutus ne sont pas forcément génocidaires. Il y a toute une population qui a été entraînée par des idéologues, par des extrémistes, qui ont eu un discours extrêmement efficace, qui ont réussi à entraîner cette population derrière eux, et qui s'en sont servis comme bouclier. À un moment donné, sur cette radio Mécoline dont je vous parlais, il y a eu un témoignage qui était absolument incroyable. C'est un auditeur Hutu, donc c'est la radio des Hutus extrémistes. C'est un Hutu qui appelle sur cette radio et qui le diffuse en direct en antenne. Et le gars dit, oui, mais enfin, il faudrait quand même qu'on s'arrête un peu, parce que non, sinon nous, les Hutus aussi, on va finir par être exterminés. Ben oui, parce que c'est une machine folle. Pas folle, mais logique. Et la logique n'a pas de goût. C'est-à-dire qu'au début, on tue les cafards, et puis après, on tue ceux qu'on soupçonne d'être les complices des cafards, et puis les complices potentiels des complices des complices. Et puis on a fini par se tuer aussi en toutou. Parce que l'un était marié avec une Tutsi, on supposait qu'il était amoureux d'une Tutsi, donc il fallait l'éliminer pour arriver à l'objectif parfait. Là, on est complètement dans la logique d'un génocide. Et entendre ce gars dire il faudrait peut-être qu'on arrête parce que sinon on va tous finir par se tuer nous-mêmes, c'est complètement dingue en apparence, mais non, c'était logique. Donc oui, forcément, vous voyez, c'est mon travail, quoi. C'est le travail du journaliste d'essayer de voir tout le monde. Bon, ça ne marche pas. C'est pas possible tout le temps. Là, actuellement, par exemple, je travaille sur l'Ukraine, je ne peux pas aller voir les Russes. Ils ne veulent pas. C'est verrouillé, c'est interdit. Donc, vous travaillez juste sur les Ukrainiens. Mais bon, mais après, il y a d'autres moyens aussi, d'autres possibilités. Mais le but du jeu, c'est quand même de voir tout le monde. Vous avez une question? Oui, vous parliez du Rwanda, vous avez été au Rwanda, etc. Comment vous êtes accueillis dans ces pays, donc, quand il y a des morts partout, un climat d'insécurité, et que vous rencontrez des autorités locales, elles essaient dans un premier temps d'essayer entre guillemets de vous manipuler ou de leur faire entre guillemets avaler le discours que eux tiennent, ou vous arrivez à faire la part des choses? Est-ce que vous arrivez aussi à faire votre travail dans ce contexte-là au Rwanda? Enfin, je ne sais pas si j'ai été clair, j'ai été un peu... Oui. C'est un peu le but du jeu, d'arriver à faire mon travail. Oui, on y arrive. Mais non, mais c'est compliqué. Maintenant, bon, moi, j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière, c'est-à-dire que j'ai toujours eu la possibilité de passer beaucoup de temps dans les endroits qui m'intéressaient. Donc, je vous l'ai dit, le Rwanda, la première fois que j'y vais, c'est en 90, donc 4 ans avant le génocide, avant le déclenchement du génocide. Et puis avant que monsieur déclenche le génocide, j'y vais un certain nombre de fois. Alors, à l'époque, ça n'intéresse personne. Mais bon, vous accumulez de la connaissance, vous rencontrez des gens, vous êtes dans une situation tendue, mais ce n'est pas encore la guerre, c'est une guerre, il y a la guerre à l'époque, mais c'est une guerre encore contrôlée, et vous n'êtes pas encore dans la logique de déclenchement du génocide. Donc, vous voyez, vous apprenez au fur et à mesure, vous êtes sur place, vous voyez les gens, vous rencontrez, vous vous promenez, vous discutez, vous apprenez. Mais ça, il faut apprendre. Enfin, je veux dire, vous êtes à l'école pour apprendre. Moi, journaliste, je n'arrête pas d'apprendre en permanence. Et si je n'apprends pas, c'est que je ne fais pas mon boulot. Et puis, plus vous apprenez, plus vous êtes compétent. Et plus vos questions deviennent pertinentes, plus vos interrogations deviennent pointues. Lorsque je rencontre la ministre de la Famille, ce que je viens de raconter, lorsqu'elle m'explique que c'est un complot, bien évidemment, elle essaye de vendre sa sauce. Et évidemment, c'est invendable. Personne ne peut acheter la sauce qu'elle est en train d'essayer de vendre. Mais voilà, mais chacun est quelque part dans son rôle. C'est un peu bizarre de parler de rôle d'ailleurs, parce que chacun est à sa place. C'est pas dans son rôle, mais chacun est à sa place.
Et en tant que journaliste, ce qui est toujours très difficile, c'est de garder sa place. C'est-à-dire que vous n'êtes pas partie prenante. Vous savez que vous n'êtes que de passage. Moi, je ne suis pas rwandais. Mais je ne suis pas yougoslave non plus, je ne suis pas ukrainien non plus. Donc moi, je suis quelqu'un qui n'est que de passage. Je parle à des gens qui vivent sur place. Lorsque je pars, eux restent. Et eux, avant que je les rencontre, il leur était déjà arrivé des choses. Voilà, donc chacun reste à sa place. Et vous êtes obligé de garder une certaine distance. Pas un désintérêt, mais vous voyez, mais de parvenir à trouver la bonne distance. Je vais essayer de faire un tour, oui. Dans le cadre de la situation actuelle au Congo et précisément au Kivu, qu'est-ce que vous pensez qui n'a pas marché à la fin du génocide? Qu'est-ce qui a entraîné tant de conséquences dans la reconstruction de l'Afrique et qu'est-ce qui n'aurait pas marché dans l'après-génocide? Alors, je m'excuse, je vais boire un petit verre un petit peu d'eau. D'abord, ce qui n'a pas marché, c'est l'attitude de la France. Le point de vue de Paris est un point de vue important. Et dès le lendemain du génocide, donc qui se termine, le génocide du Tutsi de Rwanda se termine en août 1994, et le lendemain, en novembre 1994, il y a un sommet France-Afrique à Biarritz. Un peu disparu ce genre de tradition, mais enfin à l'époque, en cours, Paris reçoit toute l'Afrique. Il y a un sommet France-Afrique à Paris où François Mitterrand, à l'époque président de la République, entonne le discours négationniste. Il dit non, Rwanda, je caricature un peu, mais à peine. Rwanda, c'est barbare, c'est des tribus qui s'entretuaient un peu plus violemment que d'habitude, mais enfin bon, c'est l'Afrique. Et d'ailleurs, elle venait me dire qui a tué qui. Est-ce que c'est les Hutus qui ont tué les Tutsis ou est-ce que les Tutsis qui ont tué les Hutus? Est-ce que c'est les nazis qui tuaient les Juifs ou est-ce que c'est les Juifs qui tuaient les nazis? C'est ça qui nous fait. C'est absolument incroyable. On est 3 mois à la fin du génocide. Ça veut dire qu'on ne reconnaît pas la réalité du génocide. Si on fait semblant de dire oui, c'est quelque chose d'extrêmement grave, etc. De fait, on ne reconnaît pas la réalité du génocide. On refuse de le voir. On le nie. On va construire un discours. Et à partir du moment où d'entrée de jeu on commence à brouiller les cartes, c'est ce qui s'est passé, on va créer, parce que ça a des effets, même si, voilà, on parle, c'est acarique, mais en Afrique on entend tout ça, on apprend, ça a des effets. Et donc ça va nourrir d'innombrables discours extrêmement violents, de négation, sur les réfugiés du Kivu. Bon, il faut expliquer en quelques mots, je vais essayer d'expliquer en quelques mots, le génocide se termine, il y a une population d'à peu près 2 millions de personnes qui quittent le Rwanda pour aller dans le Kivu, qui est une province à l'est du Congo, ancien Zaïre, qui vont être installés dans des camps de réfugiés, pardon. Et il va y avoir, dans un premier temps, une considérable aide humanitaire internationale qui est déversée sur ces camps. Ce qui, à l'époque, parce que je suis toujours au Rwanda, au Congo à ce moment-là, est stupéfiant. C'est-à-dire que vous voyez d'un côté, bon, la plupart ne se déplacent pas tous, bien entendu, mais la plupart ont participé au génocide. C'est les mains du génocide, l'appareil du génocide, parce que ceux qu'on fuit, c'était des instructions. Les organisateurs du génocide, les idéologues ont ordonné à la population de fuir avec eux. C'était leur bouclier, leur protection. Les banques ont déménagé avec eux. La Banque centrale du Rwanda s'est installée dans l'est du Congo, au Kivu. L'armée rwandaise, enfin ce qui restait de l'armée rwandaise, a pris son matériel et l'a installé dans le Kivu. Les milices, ceux qui avaient fait le génocide se sont installés dans le Kivu, et puis emportant avec eux leur famille, etc. Et si on rentre dans les détails, ceux qui ne pouvaient pas se déplacer, parce qu'ils étaient trop vieux, les parents, les personnes handicapées, on les tuait. On ne voulait pas les laisser aux petits, c'est complètement aberrant, ça peut vous paraître aberrant, mais c'est ça la réalité. Et donc, tous ces gens-là se sont installés dans des camps de réfugiés au Congo. Ces camps étaient à la limite de la frontière, étaient à 1 kilomètre de la frontière, et dans ces camps, c'est nourri tout un discours de revanche. Non, c'est une défaite, mais on n'a pas perdu la guerre. On va
finir le travail. Il en reste encore à côté. On n'a pas été bon, on n'a pas été au bout du boulot, on va finir le travail. Et ce discours-là va maturer pendant 2 ans, de manière extrêmement violente. Dans les camps de réfugiés, des personnes suspectes sont tuées. Tous les matins, des Hutus qui ont été tués parce qu'ils sont suspects d'avoir été trop tièdes, de ne pas avoir adhéré à la cause extrémiste. Et l'aide humanitaire se déverse. Alors qu'au Rwanda, à côté, il n'y a pas une organisation humanitaire. Il n'y a rien. Les rescapés sont tout seuls. Personne ne s'intéresse à eux. Et les nouvelles autorités rwandaises, au bout de 2 ans, après avoir dit à la communauté internationale, non, c'est pas possible d'avoir des camps comme ça, juste à la frontière, des gens qui mènent des raids et qui veulent finir le boulot, c'est pas possible, il faut que vous interveniez. La communauté internationale ne rêve pas, les nouvelles autorités rwandaises décident de démanteler ces camps. Donc un assaut militaire est donné à ces camps. Une grande partie des réfugiés va rentrer sur le Rwanda. Une très grande partie des réfugiés va rentrer au Rwanda. Une autre partie va être dispersée à travers le Congo, un immense pays qui est de la taille d'un continent. Enfin, pas d'un continent, mais c'est de la taille de l'Europe à peu près, pardon. C'est très très grand comme pays. Et ces réfugiés vont être poursuivis par les Rwandais pour le démantèlement, jusqu'à Kinshasa qui tombera. Et ça sera la fin du régime de Mobutu. Je ne vais pas rentrer dans les détails, qui était le dictateur du Congo depuis très longtemps. À partir de là, il va y avoir tout un discours qui va s'articuler sur oui, mais au Congo, il s'est produit un autre génocide lorsque les Rwandais, les nouvelles autorités rwandaises, se sont mis à la poursuite des réfugiés. Et là, lorsqu'on regarde en détail, c'est incroyable parce que la première tentative d'écrire un deuxième génocide, c'est la première fois qu'on constate, c'est au Rwanda, où on entend un certain nombre de voix plus ou moins autorisées dire oui, mais les vainqueurs de la guerre se sont livrés à des actes de vengeance qui peuvent relever d'un génocide. Okay. Ça ne marche pas. La deuxième tentative est de dire oui, mais ce sont les Tutsis qui sont génocidaires au Rwanda. La troisième tentative, ce sera de dire oui, ce sont les Tutsis qui sont génocidaires au Congo. Il y a 3 tentatives. Celle du Congo va être la plus efficace en termes de relations publiques, d'autant que les Congolais vont lui donner un écho extrêmement important. Maintenant, il faut connaître le Congo, c'est un pays assez particulier, très attachant, mais en même temps très compliqué, qui a toujours été d'échec en échec. Et souvent, lorsqu'on passe d'échec en échec, on a envie d'accuser tout le monde sauf soi. Et c'est un peu le problème du Congo. Après, juste une dernière précision là-dessus, on confond souvent les choses. C'est-à-dire que je parlais du côté polémique de la notion de génocide, pour rajouter un petit peu à la complexité, j'ai constaté, maintenant on parle d'actes de génocide. Je lis ça dans des papiers, dans des analyses d'organisations humanitaires, un acte de génocide. Voilà, il y a eu des actes de génocide. Moi, je ne sais pas ce que c'est que des actes de génocide. C'est une manière de dire, j'imagine, qu'il y a eu un massacre. Mais on joue sur les mots. Et c'est là où c'est dangereux. Dire que des actes de génocide, ce n'est pas une notion juridique, ça ne correspond à rien de défini, c'est une notion politique qu'on peut utiliser. Moi, je n'ai pas de problème, mais je trouve ça un peu. Enfin, il y a eu un génocide où il n'y en a pas eu, quoi. Après, il y a eu des actes de massacre, il y a eu des crimes de guerre, il y a eu des crimes contre l'humanité, mais les actes de génocide, c'est un biais assez malsain. Voilà. En fait, j'ai un problème. Pardon, je suis désolé. J'ai un problème avec cette idée d'acte de génocide, parce que comme lorsque vous disiez la définition de le donne, qu'est-ce que c'est un tas de sable? À partir de quand vous allez dire un grain plus un grain plus un grain, ça fait un tas de sable. Pour faire un tas de sable, il faut 3 grains de sable, 10 grains de sable, 20 grains de sable, 50 grains de sable. C'est quoi la limite? Évidemment, c'est une comparaison avec l'idée de génocide. Est-ce qu'il faut un massacre, 10 massacres, 50 massacres, pour dire que c'est un génocide? Est-ce que 50 massacres, c'est un acte de génocide? Mais dans ce cas-là, il faut combien de fois 50 massacres, combien de fois d'actes de génocide pour arriver à... Vous voyez, on rentre dans des choses qui deviennent totalement floues, et c'est volontairement flouté
astreinte, qui est évidemment rude, mais d'attendre, c'est terrible, mais de ne pas vouloir qualifier les choses trop tôt, d'attendre avant de pouvoir vraiment les qualifier, mais sur des bases réelles, et pas sur des bases qui relèvent d'une vision politique. Encore une fois, on a le droit à toutes les visions politiques qu'on veut, ça c'est pas le problème, mais pas les visions politiques intentionnées, quoi. C'est ça qui est compliqué. Et moi, je trouve, le dernier point, c'est que parler de crimes de guerre, on parle de crimes contre l'humanité. Est-ce qu'un crime contre l'humanité, c'est déjà pas extrêmement grave en soi? Est-ce qu'en soi, ça ne mérite pas une discussion? Sans aller forcément jusqu'à vouloir qualifier le génocide. Est-ce que si on, je ne sais pas, mettons Israël-Gaza, peut-être qu'il se passe à Gaza des crimes contre l'humanité, est-ce que ça ne suffit pas à nourrir un débat amplement justifié? Et est-ce que, si on pousse le curseur un petit peu plus loin, on ne risque pas d'être à côté du véritable débat? C'est la question qu'on peut se poser en toute légitimité. Voilà, en tout cas que je me pose. Voilà, après j'ai peut-être tort, mais ça fait partie des discussions. On va changer un peu par là-bas. À peu près 30 ans après le génocide, quelle forme a pris la mémoire? Comment est-ce qu'on se souvient de ce génocide-là au Rwanda et ailleurs? C'est une excellente question parce que c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que c'est une déchirure interne. C'est un pays qui s'est déchiré par Donc, au lendemain du génocide, les nouvelles autorités ont décidé de gommer les étiquettes Hutu, Tutsi et Toi. Toi, ce sont des il y a 3 groupes, voilà, des groupes qui ont été créés par les colonisateurs. Là, rapidement, il faut revenir à la base de la colonisation. C'est les Allemands qui ont commencé, ensuite les Belges. Et les Belges, c'était à l'époque, ça se passait comme ça, quoi. Les Belges ont décidé de trier un peu, enfin de recenser un peu le pays. Et donc, ils ont créé 3 groupes, les Hutus, les Tutsis et les Toi, qu'on appelle souvent des groupes ethniques, enfin des ethnies, mais à tort, parce que le Rwanda, c'est une langue commune, une religion commune. Rien ne recoupe les critères d'ethnie. Une ethnie, c'est vous avez une langue, un idiome particulier, vous n'avez pas forcément la même religion que vous à côté. Là, au Rwanda, c'est la même langue et la même religion. Donc en fait, ce ne sont pas des ethnies. C'est le premier point, mais c'est important. Le deuxième point, c'est qu'il y a eu une création identitaire faite par les colonisateurs. Ce sont vraiment les Belges qui ont mis en place ces identités, les ont fusées en mesurant les empattements des nez, les empattements des fronts, les empattements des oreilles, la taille des cous, soi-disant selon des critères scientifiques. Lorsque vous regardez dans le détail, c'est absolument aberrant parce que c'est complètement arbitraire. Le but du jeu, c'était de classer simplement. Et le principe en fait est assez simple. C'est, vous connaissez Ubu, j'imagine. Voilà, enfin bref, c'est une fable de Ubu. Un dictateur arrive en fin de règne un petit peu et se demande comment je reste au pouvoir. Et donc il prend un décret et il ordonne à cette population, vous avez le choix, vous portez ou des chapeaux ronds ou des chapeaux pointus. Vous êtes libre, vous choisissez le chapeau rond ou le chapeau pointu. Les uns choisissent le chapeau rond, les autres le chapeau pointu. Formidable, le dictateur a gagné, il lui suffit d'opposer les chapeaux ronds au chapeau pointu pour rester au pouvoir. C'est terriblement simple. C'est une des bases de tout ce qui a été la colonisation, c'est-à-dire on divise les populations, les groupes, et les Belges ont créé ces groupes-là, les liés au nom de critères soi-disant scientifiques, qui étaient totalement arbitraires. Lorsque le génocide est déclenché sur les papiers d'identité au Rwanda, on a les mentions tout de suite quoi, et chacun est clairement identifié. Je vous dis votre question, pardon. La mémoire. Voilà, donc là c'est l'histoire. Maintenant, le génocide, on revient toujours là-dessus, ce sont des expéditions pour assassiner les Tutsis. Là, s'en est débarrassé totalement. Et les nouvelles autorités vont éliminer ces critères d'identité pour dire, maintenant, nous sommes tous rwandais. Il n'y a plus de Hutu, il n'y a plus de Tutsi, il n'y a plus de Toi. Nous sommes tous rwandais. Donc ils vont gommer ces identités. Mais c'est un acte d'autorité. Parce qu'on ne gomme pas, la mémoire, elle ne s'efface pas comme ça. Donc les uns et les autres continuent de savoir je suis fils de, enfin voilà, de milieu plutôt dans
sont en grande partie communistes, pas totalement, mais en grande partie aujourd'hui les gens se considèrent comme rwandais. Avant de se considérer comme Tutsi, ça c'est un point, mais ça ne résout pas tous les problèmes. C'est-à-dire après, comment vous enseignez l'histoire? Comment dans les écoles vous racontez le génocide? Parce que si vous racontez le génocide avec les bonnes époques, vous êtes en train de réactiver des identités que vous déniez, qui n'existent plus. Donc comment enseigner cette histoire-là? C'est tout le défi des institutions rwandaises, c'est comment enseigner cette histoire-là sans réactiver un passé que l'on voudrait lointain. Ensuite, on prône la réconciliation. Mais la réconciliation, c'est aussi un acte d'autorité, c'est aussi un acte politique, mais pratiquement, comment vous pouvez demander à une personne qui vit sur une colline, dont les voisins ont pu la famille, encore une fois 50-60 personnes, de se réconcilier. À la limite, on peut ne pas se croiser, on peut ne pas se dire bonjour, mais on ne pourra jamais se réconcilier. C'est pas possible. Donc tout le monde le sait, tout le monde fait semblant. On fait semblant parce que c'est compliqué. Et en fait, ceux qui endurent la plus grosse part, ce sont des rescapés. Ils doivent faire semblant de croire des tueurs, dont ils savent qu'ils ont tué, parfois même des gens qui ont voulu les tuer. Ils doivent faire comme si de rien n'était. Et vous avez perdu toute votre famille. Moi j'ai un ami, un bon ami dans cette région de Kibouillet, qui s'appelle Eric, qui est devenu bourgmestre dans un petit village dans la région de Kibouillet. Bourgmestre, c'est un peu le maire. Régulièrement, je passais voir tous les ans, je passais au moins faire un tour. Puis à un moment, il a disparu. Je l'ai pas vu pendant 3 ans. Je passais, il n'était pas là, les gens ne me répondaient pas, c'est pas combien aussi il était. Depuis 3 ans, il a réapparu. Il a perdu sa famille pendant le génocide. Pareil, 45 personnes. Tu dis, mais Eric, qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai pas vu pendant 3 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, on a les gens sont pris. Voilà, c'est la parole, parce que j'ai fini par me dire, j'ai tacté, je suis venu à peu. Moi je dis rien, je vous laisse parler. Tout ça prend du temps, vous voyez, c'est très calme. Puis au bout de 5 minutes, il me dit, je suis venu à peu, parce que je ne pouvais plus quoi, Eric. Tu vois, j'étais maître, j'étais un bourgmestre. Je devais signer les bons pour les maisons de ceux dont je savais qu'ils avaient tué la famille, ma famille. Il signait les bons pour leur donner des maisons à ceux dont ils savaient qu'ils avaient tué sa famille. C'était le prix de la réconciliation. Et ça, c'est le prix qu'ont payé les rescapés pour parvenir à essayer de construire un futur, un avenir au Rwanda, à ceux qui viennent après. Voilà, c'est des dimensions qu'on aborde rarement, parce que c'est pas spectaculaire. En fait, c'est là-dessus que se base toute la reconstruction d'un pays. C'est le seul moyen de reconstruire un pays après ce qui s'est passé. Parce que ce qui s'est passé en Rwanda est unique dans l'histoire. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans l'Allemagne ex-nazie, il n'y a plus un juif. Au Rwanda, les assassins des victimes vivent ensemble, sur la même commune, au quotidien. Il y a une proximité, une cohabitation permanente. C'est quelque chose d'unique. Et il y a énormément à apprendre de l'expérience du Rwanda. C'est aussi quelque chose que la plupart du temps ignoré, mais il y a énormément d'enseignements à apprendre. Il y a eu beaucoup de jeunes orphelins. Mais des gamins, au lendemain du génocide, des gamins de 3-4 ans, ils n'avaient plus rien, ils n'avaient plus de famille, plus de parents, plus rien, donc ils étaient tout seuls. Ils sont regroupés entre eux, avec une espèce de tuteur. Et ça a duré pendant 10-15 ans. Ils ont créé des communautés. Et c'est absolument incroyable de voir la manière dont ces gamins-là, qui sont devenus des jeunes, des adolescents, aujourd'hui des adultes, se sont organisés. Mais organisés parce qu'ils veulent faire quelque chose. Et c'est absolument incroyable. Moi, lorsque je vois ça, je suis totalement édifié. J'avais un ami que j'ai rencontré au lendemain du génocide, qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Thierry. Thierry, je vais chez lui, mais c'est quelques mois après le génocide, dans la petite ville de Toutaré. Je vais chez lui, c'était 4 000 ans. Il n'y avait rien, il n'y avait pas
une chaise, rien, parce qu'il y a un tapis en osier, enfin pas un tapis, une natte en osier, mais c'est tout pour une casserole. Et tout ce qu'il y avait 4 murs, une casserole, une natte en osier. Mais il y avait un truc qui était absolument incroyable. Il avait à l'époque 27 ans, 28 ans. Sur les 4 murs, il y avait des photos d'Auschwitz. J'ai jamais compris comment ces photos d'Auschwitz étaient arrivées chez Eric. J'ai jamais compris pourquoi Eric avait mis ces photos. Si, je comprends. Parce qu'il se heurtait à un mur. Il essayait de comprendre. Et évidemment, Auschwitz, ça lui permettait de comprendre, de se dire je ne suis pas tout seul. D'autres aussi ont traversé ça. Mais où est-ce qu'il s'était procuré ces posters? Pourquoi il les avait mis là lorsque j'étais chez lui, là sur cette table, il y avait 4 bougies et ces posters? C'était dingue. Après, Thierry a fait des choses absolument incroyables. Et c'est fascinant, voilà, c'est passionnant. Mais la reconstruction d'un pays, tel que ça s'est produit au Rwanda, c'est absolument impressionnant. Et c'est terrible qu'on en tire, on y accorde en fait aussi peu d'intérêt. Une autre chose qui était absolument passionnante aussi, c'est 1 an après la fin du génocide, les autorités rwandaises ont viré des bonnes études, mais qui sont persuadées de tout savoir du monde et d'apporter la vérité vraie. Et donc qui en fait se place à la place de ceux qui devraient prendre des décisions, surtout dans les pays faibles et pauvres. Et le fait d'avoir viré ces organisations militaires était quelque chose d'absolument incroyable, de parfaitement justifié. À tel point que plus tard, j'ai dit à tous les amis avant, mais virer les organisations militaires. Et c'est des choses que l'on doit apprendre. En tout cas, j'ai peut-être tort, encore une fois, je ne prétends pas dire des choses. Là, c'est ce que je dois dire, mais c'est en tout cas des choses que j'ai pu observer, constater, et qui m'ont amené à réfléchir. À le fond, voilà. Ça, je veux savoir pourquoi est-ce qu'on mentionnait souvent la nationalité française là-dedans, et en omettant complètement la belge. Oui, parce que les responsabilités françaises sont bien plus importantes que les responsabilités belges. Les responsabilités belges sont des responsabilités historiques dans l'histoire du Rwanda. C'est-à-dire d'avoir figé, d'avoir créé ces identités, de les avoir figées et instrumentalisées. Ça, c'est la responsabilité des Belges. Maintenant, le problème, c'est que dans le génocide, lorsqu'il se déclenche en 1994, Paris, pas la France, Paris, doit prendre une part extrêmement importante, a déjà pris une part extrêmement importante, parce que nous avons des troupes qui sont sur place au Rwanda depuis 1990, des troupes qui sont parfois extrêmement importantes. On parle de 1200 hommes dans l'équivalent de la Bretagne, des régiments d'élite, et qui vont s'engager auprès de l'armée, forcément, mais que l'armée Hutu. L'armée Hutu qui est dirigée par des extrémistes. Il va y avoir un certain nombre d'avertissements qui vont être donnés, et Paris ne va pas en tenir compte, volontairement, on s'aveugle, sciemment. On ne tient pas compte des avertissements. Donc on va fournir des armes à ceux qui vont commettre le génocide. On ne peut pas dire autrement. On va soutenir politiquement ceux qui commettront le génocide. Et on le soutiendra politiquement, militairement et diplomatiquement avant, pendant et après le génocide. Je reviens à Mitterrand qui fait un discours d'organisation en langue du génocide. On le soutient avant, pendant et après sur le plan politique, militaire et diplomatique. Tout ça est documenté, hein. Ce n'est pas des propos en l'air, c'est très documenté. Comment vous dire, c'était très difficile de parvenir à ce que l'on essaie juste de regarder les faits. Moi j'ai eu beaucoup de discussions avec les responsables politiques de l'époque, hein. Et lorsque j'interrogeais un ministre, je disais voilà, tel jour, à telle heure, un avion a atterri là avec 40 tonnes d'armes composées de temps, payées par tel bordereau, sur la BNP Paribas, par le biais de etc. Enfin, tout le circuit bancaire, le circuit d'armement. Et les ministres en question me répondaient, mais comment vous imaginez que les soldats français ont participé au génocide avec la machette? C'est pas du tout la question. Ça, c'est du politique, c'est-à-dire on pose une question, on répond à côté par une exagération qui n'a aucun intérêt pour ne pas répondre à la question et créer un débat. Mais ça, c'est des procédés politiques. Mais voilà, pendant des années et des années, il a fallu.
pendant des années et des années, il a fallu remettre les faits sous la tension avant qu'on accepte de s'en saisir. Et c'est jamais très agréable. Parler de la responsabilité des plus hauts instances de l'État français dans le génocide qui s'est commis en Rwanda, c'est pas grave, enfin, j'aurais préféré ne pas avoir à faire. C'est pas très glorieux, je préfère faire autre chose de mon pays, mais en même temps, je ne peux pas ne pas. C'est une faute qui a été commise. Si on n'est pas capable de regarder la faute, qui on est? Qui on est si on n'est pas capable de regarder la faute? Si on n'est pas capable de forcer les politiques à admettre aussi l'erreur qu'ils ont pu commettre. Dire qu'il ne s'agit pas de faire un procès, de faire le bûcher des sorciers. Non, mais simplement, voilà, des erreurs ont été commises, des fautes ont été commises. Dites-le, acceptez-les. Et ça, en France, on a énormément de difficultés avec ce genre de choses. Il y a une révérence que je tiens de l'expérience, que je constate l'expérience par rapport aux autorités politiques, qui par moments me suffisent un peu. Oui. À quoi elle sert en fait finalement la notion de génocide? Et est-ce qu'elle peut aussi encore quelque chose aujourd'hui avec les armes de Mars qu'on a développées? Avec les armes de Mars qu'on a développées, est-ce que la question de génocide peut encore faire quelque chose si on regarde l'arme nucléaire et s'exterminer, éradiquer, ou même en Israël, Gaza, les missiles qui sont utilisés contre les civils? Oui. L'arme nucléaire n'est pas faite pour exterminer, l'arme nucléaire est faite pour gagner la guerre. Et j'ai utilisé le mot guerre. Un génocide, c'est pas une guerre. C'est autre chose. C'est ça le truc. C'est qu'il ne faut pas mélanger guerre et génocide. Une guerre peut être atroce. Les guerres sont atroces en général. C'est jamais très sympathique. Il y a des massacres, il y a des crimes de guerre, il y a des bombardements de civils. Quelle que soit la guerre, hein, c'est le principe de la guerre, malheureusement. Mais voilà, c'est la guerre. L'arme nucléaire fait partie de la guerre. Mais ce n'est pas un instrument d'extermination, c'est un instrument de guerre. Comme une mitrailleuse est un instrument de guerre, comme un char est un instrument de guerre. Le génocide, c'est pas pareil. C'est une idée. C'est une idéologie. On ne fait pas une guerre pour exterminer une population, on fait une guerre pour conquérir un territoire, on fait une guerre pour plein de raisons, on fait une guerre d'extermination. En général, ce qui se passe, c'est qu'il y a une guerre, en toile de fond, il y a un génocide qui se commet sur la toile de fond de la guerre. C'est ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait les fronts qui avançaient, qui calculaient, les soviétiques, les alliés, les français, voilà, ça bougeait dans le monde entier, il y avait des fronts, on pouvait le raconter. Et puis en même temps, de manière bien plus discrète, puisque c'est un programme secret, il y avait le génocide des Juifs. Mais c'était en même temps, mais ça n'était pas la guerre. C'était en parallèle. Vous voyez, c'est en parallèle, c'est exactement ce qui s'est passé au Rwanda. Il y avait une guerre entre une guérilla et les autorités, et en même temps, il y avait le génocide. Mais la difficulté, c'est qu'une guerre, vous pouvez la raconter. Vous pouvez dire, ils ont avancé de 50 mètres, de 50 km, il y a eu une vague de bombardement absolument terrible, une bombe nucléaire qui a été lâchée, ça se raconte. Un génocide, vous ne pouvez pas le raconter. Je reviens à ce que je vous disais, depuis 3 jours, je ne vois que des morts. Qu'est-ce que je raconte? Vous voyez? C'est ça la différence. Et c'est extrêmement important, donc le génocide, c'est quelque chose de très, très particulier. C'est pas quelque chose qui se produira comme ça de manière récurrente. C'est très spécifique et c'est très rare. C'était aussi un des points de discussion, là je reviens au deuxième génocide dont vous parliez. Je veux dire, il s'est produit un génocide en Rwanda, on en sort un deuxième quelques années plus tard dans le pays juste à côté. Il y a un problème de cohérence, c'est tellement exceptionnel, c'est tellement singulier, ça demande tellement de préparation, ça demande tellement de construction que ça ne surgit pas comme ça brutalement, soudain par les effets du hasard. Et c'est très différent d'une guerre. Imaginez juste une chose. Waterloo est une défaite monstrueuse pour la France. Sanglante. La bataille de Waterloo, il y a eu de la bouillie et des tripes et du sang partout. Imaginez que je raconte Waterloo avec le vocabulaire du génocide. Je peux le faire. L'extermination, voilà. Je peux utiliser tous les mots, les rescapés. Je peux utiliser les mots de faire semblant que, mais non. La réalité, c'est que Waterloo, c'était la guerre. Et que la guerre, c'est juste dégueulasse.
C'est dégueulasse, et c'est très dégueulasse. Oui, c'est dégueulasse de marcher sur les cadavres, ça pue, c'est dégueulasse. Il y en a partout, oui. Mais c'est pas un génocide, une guerre. C'est très, très différent. Là, en soi, c'est des civils qui sont touchés, par exemple, en Israël. Si les États-Unis avaient décidé de lâcher le monde sur le Japon, c'est durant la guerre qu'ils auraient pu décider aussi. Mais c'est pas un génocide. C'est pas un génocide, c'est un fait de guerre. Lorsque les États-Unis lâchent la bombe sur le Japon, c'est pour gagner la guerre. C'est pas pour éliminer tous les Japonais. Ils veulent gagner la guerre. C'est le moyen pour eux. Encore une fois, je ne discute pas de l'utilisation de l'arme nucléaire. Bon, mauvais, ça c'est pas mon propos. De dire après on qualifie l'arme nucléaire de comment on prend, c'est pas mon propos. Mais à l'époque, les États-Unis veulent en finir avec la guerre. Comment en finir avec la guerre dans le Pacifique? Ils décident de lâcher le monde de bombes nucléaires sur le Japon. Et effectivement, la guerre s'arrête. Mais c'est une arme de guerre. C'est pas une arme d'extermination. C'est une arme pour mettre à genoux un pays, une population. Oui, c'est une arme pour mettre à genoux, et pas pour faire disparaître une population. C'est ça, c'est un peu la différence. Est-ce que quand vous êtes arrivé sur place, vous n'avez pas envie de tout changer, enfin de dire tout de suite on arrête tout, d'essayer de voir s'il y en avait qui étaient encore vivants, enfin, est-ce que vous n'avez pas senti un sentiment de grande passivité et un peu de, enfin, je sais pas, oui, d'inutilité et de vouloir un peu changer les choses tout de suite, quoi? Non. Non, je comprends très bien la question, mais d'abord... Vous n'avez pas été révolté, quoi, quand vous avez vu ça? Ça fait 30 ans que je travaille sur le sujet. Ça date de 1994, on est en 2020, je travaille toujours sur le Rwanda. Bien sûr, j'ai été révolté. C'est pas ça, c'est pas le problème. Mais il y a des révoltes utiles, il y a des révoltes qui sont à côté de la plage. C'est-à-dire que je suis une personne sur place et je me révolte, je dis, c'est dégueulasse. Ça n'a aucun effet, aucun. Ça ne servira à rien. Et tout ce qui risque de se passer, c'est si je dis ça à quelqu'un qui ne s'appelle pas, on me mettre une balle dans la tête. Non, vous voyez, ça sert à la gesticulation. Alors je me fais avec plaisir en me disant, je suis un chevalier, j'essaie de faire le bien. Je caricature un peu, il n'y a rien de méchant dans ce que je dis. Ça me fera peut-être plaisir d'avoir une posture, une belle posture. Mais ça sera d'une inutilité totale. Je pense que j'ai peut-être tort, mais que je suis peut-être plus utile en racontant, en témoignant, en disant les choses, en efforçant de raconter les choses au plus juste, au plus près, même si parfois on peut se tromper, personne ne se trompe jamais. Voilà, et puis après, lorsque je suis sur place et lorsque vous constatez les choses et que ça guidonne, de vous en faire l'écho et puis de dire attention, il s'est produit un génocide, c'était pas des massacres entre tribus sauvages, non, c'était plus que ça, c'était un génocide. Et attention, Paris a participé à ce génocide. On y a une part, de fait, on y a une part, une participation active. Et oui, on a collaboré avec ceux qui ont fait le génocide. Voilà, est-ce qu'il ne vaut pas mieux rentrer dans ces logiques-là, où vous arrivez à des discussions, où vous êtes obligé de... ça fait mal, quoi, ça cogne, parce que vous faites mal à vous-même. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux faire ça plutôt que prendre la posture un peu de Don Quichotte, parce que c'est un peu ce que vous me dites, il y a un peu de Don Quichotte, c'est ce que vous me dites. C'est très joli, c'est très beau. J'adore, mais je ne crois pas que ça soit jouable. Je reviendrai, mais on va tourner un peu. Oui. Comment l'État rwandais a pu. Est-ce que l'État rwandais a reconnu depuis vraiment sa responsabilité et puis quelle loi il a pu instaurer? Merci pour la question parce que ça me permet de préciser un point qui est quand même extrêmement important. C'est qu'un génocide est toujours un crime d'État. C'est un crime qui ne peut être commis que par un État. C'est-à-dire que c'est une telle ampleur, ça nécessite tellement de moyens que seul un État a la possibilité de mettre ça en forme. Je veux dire, tout à l'heure vous rappeliez 800 000 à 1 million de morts en 3 mois, donc 1 000 par jour en moyenne. Il faut les enterrer, ces personnes-là. Sinon, il y a des épidémies, des maladies. Et pour les enterrer, il faut des bulldozers, parce qu'il y a trop de corps. Les bulldozers, c'est l'État qui les donne. Il faut de l'essence, il faut il faut toute une infrastructure. Donc le génocide est forcément un crime d'État. Après, est-ce qu'un État reconnaît le crime? En général, jusqu'ici, quoi. On a un État qui a commis un génocide, c'est l'État turc, sur les Arméniens. Il n'a jamais reconnu le génocide des Arméniens, toujours dans la négation. On a l'Allemagne nazie qui a été vaincue. Les nazis ont nié à Nuremberg l'ampleur des crimes. À l'époque, à Nuremberg, on ne parle pas de génocide.
internationale et condamnés et jugés. Ils ont été condamnés et jugés par la justice internationale pour crimes de génocide. Il y a encore beaucoup de gens soupçonnés de génocide qui sont en fuite au Rwanda, dont un certain nombre de personnes suspectées qui sont réfugiées en France. Il y a un certain nombre de procès qui sont toujours en cours contre les personnes suspectées d'avoir participé au génocide au Rwanda réfugiées en France. Voilà, la justice post-génocide est une justice très fréquente, parce que l'État français juger des gens qui ont participé à un génocide compte tenu de l'attitude politique qu'il y a eu par l'époque, et évidemment, c'est pas facile. Vous vouliez revenir sur cette question? Peut-être juste dans le cadre d'un génocide, vous pensez que la responsabilité et le droit de qualifier un génocide de génocide, elle revient à quelle personne ou à quel acteur qui a la légitimité et le droit de déterminer un génocide comme un génocide? C'est pas. Bon, c'est l'ONU. Au final, c'est l'ONU qui va accepter la qualification ou non. Au final, c'est-à-dire qu'avant que l'ONU, avant que ça arrive en discussion à l'ONU, qui va retenir en Assemblée générale ou non la qualification de génocide, ce qui a été le cas pour les 3 génocides que j'ai mentionnés, va y avoir toute une série de lois qui vont s'aider. Mais ces lois-là peuvent venir de tous les milieux. Je veux dire, encore une fois, c'est une question factuelle à un moment donné qui permet de définir le génocide. En tant que journaliste sur place, je peux dire que c'est un génocide, voilà, parce que j'ai des éléments factuels et précis. Enfin, il y a eu des enquêtes, il y a eu des chaînes de causalité qui ont établi, des responsabilités qui ont établi. Mais vous voyez, je parlais tout à l'heure de Timor, le Vatican parlait d'une logique de génocide à Timor, ce qui n'était pas le cas. Mais bon, le Vatican s'autorisait à parler de génocide. Et pourquoi pas? Je veux dire, on a le droit de susciter cette idée-là. Maintenant, ce ne veut pas dire qu'elle soit juste et qu'elle aille jusqu'au bout. Mais les voies légitimes, c'est ceux qui s'autorisent, qui pensent, qui estiment avoir suffisamment de faits pour justifier la qualification de génocide. C'est ça, il n'y a pas d'autre voie, et au final, ce sera l'ONU qui va trancher. Oui. Mademoiselle. La guerre devient de plus en plus complexe. Pardon? Est-ce que le fait que la guerre se complexifie, ça risque de donner lieu à de plus en plus de pression communautaire? Je ne comprends pas très bien chez moi. Est-ce que le fait que la guerre se complexifie de plus en plus... On n'est pas une guerre pour faire un génocide, mais on utilise cette idée de génocide pour justifier une guerre. C'est ce qui risque de plus en plus de se passer, quoi. On va utiliser une idée pour justifier une guerre. Et qu'importe la valeur de cette idée, qu'importe si elle est vraie ou elle est fausse, fondamentalement vraie ou fausse. L'essentiel, c'est que la population russe croit qu'il y a une logique de génocide. Que ce soit vrai ou faux, l'important, ça permet de justifier une guerre. C'est ça qui est important. Oui, est-ce que le fait que ça se comprend, par exemple, on a toujours plus d'armes avec l'amélioration de la technique, c'est plus des machines qui vont tuer les gens et plus forcément les personnes sur le terrain. Est-ce que ça facilite? Il n'y a pas de rapport, je retourne votre question, mais il n'y a pas de rapport. Prenez le Rwanda, ça a duré 100 jours, on a 1 million de morts, et je répète, ça fait une moyenne de 8 000 morts par jour. On est sur un taux d'efficacité extrêmement cynique en termes d'extermination, c'est plus fort que quand Treblinka, qui était le plus efficace des condamneurs nazis. Et l'essentiel du génocide, enfin pas l'essentiel, mais une bonne partie du génocide, s'est produit, ça a été réalisé avec des moyens rudimentaires, avec des machettes, avec des bourdins, et des armes aussi, bien entendu, mais c'est des armes, des pistolets, des carabines, des pistolets mitrailleurs. Il y a pas eu de bombes d'avion, il n'y a pas eu de bombes atomiques, etc. Ça a été fait globalement avec des moyens extrêmement rudimentaires. Mais le Rwanda a marqué une gradation dans la technicité du génocide. Pourquoi? Je trouve que d'un point de vue technique, c'est plus sophistiqué que la Shoah. La Shoah a eu besoin, c'est un programme secret. C'était secret. L'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était secret. C'est un plan secret des nazis. Le génocide des Tutsis rwandais, c'est au grand jour. Il n'y a pas eu de secret. Il n'y a eu aucun secret. Ceux qui suivaient le Rwanda, ceux qui menaient le génocide, revendiquaient l'extermination. Ils le disaient pendant qu'ils le faisaient. Ce n'était pas secret, c'était au grand jour. Ça a été très peu couvert par la presse, et je pense pendant les 3 mois du génocide
6 à 7 000 journalistes. Ça vous donne un peu une échelle de comparaison. Mais ça s'est fait au grand jour. Vous vouliez raconter, vous vouliez y aller. Rien n'interdisait. C'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est que là où les nazis avaient créé un appareil spécifique de l'extermination, les Rwandais ont réussi à franchir un cap supplémentaire. Ils ont emporté derrière eux toute la population. Tout. Ils n'ont pas eu besoin d'un organisme spécifique. Non, ils ont réussi à emporter toute la population. Pas toute, bien entendu, parce qu'il y a toujours des exceptions. Mais globalement, c'était l'essentiel de la population. Ils ont réussi à créer cette adhésion-là, ce qui est très fort. Non seulement c'était ouvert au grand jour, mais en plus avec le soutien de la population, complet, adhérent à cette idée-là, au vu au-dessus du monde entier qui n'a pas bougé. D'un point de vue technique, c'est un progrès. Le génocide a été bien plus sophistiqué que le génocide nazi. Maintenant, on est dans un génocide, mais c'est pas parce que des guerres, des gens qui vont mener des guerres vont arguer de génocide là ou ici, que la finalité sera de faire un génocide. Encore une fois, ça n'a rien à voir. Il ne faut pas mélanger la guerre et les génocides. La guerre, ce sont deux choses complètement différentes qui peuvent être menées en parallèle dans le cadre du conflit, mais c'est sur deux plans différents. Vous voyez, c'est pas la même chose. Et c'est pas parce qu'on va entendre de plus en plus souvent les mots génocide aujourd'hui que ça va attester de quelque chose. Ça va attester que l'utilisation politique est de plus en plus évidente de la part des uns et des autres. Parce que c'est un mot fort, c'est un mot émotionnel, c'est un mot qui dit beaucoup de choses. Mais la réalité, c'est que maintenant, c'est que le monde devient plus conflictuel et qu'on est dans des logiques de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, oui. Oui, c'est ces logiques-là où on les voit en partie à l'œuvre. Aujourd'hui, on les voit à l'œuvre. Mais c'est deux champs différents. Je suis désolé, je ne peux pas être plus précis que ça. J'espère que j'ai un peu répondu à votre question. Juste, je pense que je n'ai pas parlé. Est-ce que vous avez l'occasion de parler du moyen du Canada français qui sont restés à Chypre Oui, j'étais avec eux aussi. Oui, bien sûr, j'étais avec eux. Mais ça dépend de qui vous parlez. Parce que comme toutes les communautés, dans toutes les communautés, vous avez des gens des ânes et puis des gens qui comprennent les choses. C'est un peu partout pareil. Donc, j'ai vu des soldats français qui étaient absolument révoltés parce qu'on leur avait demandé de faire. Révoltés, indignés, dégoûtés. Un certain nombre d'élèves ont quitté l'armée à la suite de Rwanda. Oui. Je veux dire, un soldat, vous allez demander à un soldat de protéger les génocidaires. Vous imaginez que vous êtes soldat français, vous avez pour instruction de protéger les génocidaires. C'est arrivé. Oui, c'est arrivé. Certains l'ont fait parce que c'est des ordres. Mais vous n'êtes pas forcément très fiers de ça. Après, vous pouvez nier ou dire que vous êtes pas fiers, mais voilà. Oui, donc bien sûr, j'ai vu des soldats français, j'ai eu des relations extrêmement compliquées avec l'état-major de l'armée française. Ça, c'est la vie. Puis j'ai eu d'excellentes relations avec un certain nombre d'officiers et d'autres personnes. Maintenant, vous savez, les choses sont jamais noires et blancs. Un des soldats français qui était averti sur les génocides est un général qui était responsable de notre opération en 1993, donc un an avant le génocide, voit les responsables de la gendarmerie rwandaise qui, à l'époque, discutent entre eux et puis le général français leur demande alors qu'est-ce que vous allez faire. Et puis les Rwandais, la haute hiérarchie rwandaise leur répond oui, là on a un problème avec les Tutsis, mais c'est pas très grave, vous allez nous ouvrir les mitrailleuses, les blindés, etc., les mortiers, on va tous les éliminer, vous verrez, on va régler ça rapidement. Le général français commence à vous tous les éliminer, oui, c'est une petite affaire, vous en faites pas, ça prendra pas longtemps, on va tous les tuer. Il remonte ça à Paris, à l'Élysée. L'Élysée ne veut pas entendre. Son rapport a disparu dans un trou noir. Ensuite du monde. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que on peut être soldat, mais on a aussi sa conscience, et alors on l'accepte, on ne l'accepte pas. Mais voilà. Donc oui, j'ai vu beaucoup de soldats français aussi, et j'étais avec eux. J'essaie de. Je ne sais pas qui n'a pas parlé encore. Voilà, si on n'a pas parlé, vous avez parlé encore. Alors, moi, je veux savoir si c'était 30 ans que vous travaillez
Non, je crois qu'on a des choses. Après c'est toujours dire. Je disais, Paris a collaboré, Paris, hein, pas la France, parce que c'était une politique secrète. Je reviens juste très rapidement sur la base. C'était une politique secrète qui était menée par l'Élysée au Rwanda et par un certain nombre de personnes. Enfin, en gros, voilà, c'était l'Élysée plus un certain nombre de responsables. Mais il y a jamais eu la bonne discussion au Parlement sur l'engagement français au Rwanda, sur un certain nombre de choses. Donc lorsqu'on dit la France au Rwanda, c'est exagéré, quoi. C'est Paris, c'est l'Élysée et l'exécutif. Et je ne supporte pas, et j'ai beaucoup de mal lorsqu'on dit la France, parce que on m'a pas demandé mon avis, on ne vous a pas demandé votre avis ou à vos parents, et personne n'a droit au chapitre. Donc on crée une culpabilité collective, là où il y a des culpabilités individuelles qui devraient être désignées, c'est-à-dire que les gens qui ont participé à la collaboration de la France au Rwanda, c'est très simple, hein, c'est François Mitterrand, c'est Pierre Védry, enfin c'est des gens que vous entendez parfois encore à la radio, c'est des choses établies, voilà, c'est comme ça. Donc, pardon, j'ai oublié le fil là. Quelle était la question déjà? C'était vraiment, qu'est-ce que vous proposez en termes d'argent? Oui, non, je pense que l'essentiel, enfin tout est établi. Après, c'est juste on accepte de s'examiner. À l'initiative d'Emmanuel Macron, il y a eu un rapport d'historien qui a été produit, le rapport du CLEF, qui parle des responsabilités lourdes et accabantes de Paris dans le génocide des Tutsis du Rwanda. C'est des choses importantes, hein. Mais lorsque je parle de la collaboration avant, pendant et après avec ceux qui ont commis le génocide, c'est pas très glorieux, qu'on puisse dire. Nos collaborations est un mot lourd de sens. Est-ce qu'à partir de cette collaboration, on va jusqu'à la complicité ou pas? Est-ce que cette collaboration est une complicité? C'est une vraie question. Qui devrait être posée de manière juridique, mais qui ne l'est pas. Cette collaboration, il y a des responsables. Est-ce qu'ils passent entre les gouttes comme si de rien n'était, ou est-ce qu'il faut aller plus loin? Vous voyez, il y a encore un certain nombre de questions pendantes, non pas tellement sur les faits, mais sur la responsabilité de ce qui s'est passé. Est-ce qu'il faut que quelqu'un endosse cette responsabilité, ou est-ce qu'il faut que ça soit une responsabilité collective, ou est-ce qu'il suffit de dire oui, il y a eu une politique coupable menée au Rwanda, et puis on s'arrête là, fermer le banc, et puis on passe à un autre dossier. Voilà, c'est un peu les questions pendantes. Celle-là, je ne sais pas, on y répondra sans doute un jour, mais en tout cas, visiblement, c'est pas le moment pour l'instant, c'est pas encore l'heure. Mais c'est pas grave, ça fait 30 ans. Au début, ça partait tellement peu de choses, de dossiers énormément progressants en 30 ans. Après, c'est autre chose, on rentre dans le temps d'histoire, des historiens qui vont étudier toute cette période, qui vont faire leur travail, qui vont reposer des questions, qui vont aussi se reposer des questions. Et voilà, mais ça, c'est le cycle normal. Oui. Vous parlez beaucoup d'une propagande qui s'est faite, en gros, pour justement justifier le génocide sur 20 à 30 ans, même plus. Mais est-ce que justement, pendant cette période de 20 à 30 ans, il y a eu des petits groupes, comme par exemple les jeunesses hitlériennes, mais en version Hutu, quoi? Oui, il y a eu toute une série, on appelle ça la période des petits massacres. Okay. Il y a eu une série d'alertes, de petits massacres récurrents, etc. Je ne vais pas détailler les différentes dates, mais depuis l'indépendance, il y a eu une série d'alertes, et puis après il y a eu des mots qui étaient extrêmement clairs. Enfin, là aussi dans les intentions qui étaient formulées de manière extrêmement claire. Oui. Non, c'était pas, vous ne pouvez pas comparer ça aux jeunes hitlériennes, c'était pas organisé comme ça, ça s'est organisé plus tard comme ça. Mais vous savez, dès 1934, Hitler a annoncé son programme. Les jeunesses hitlériennes sont venues bien plus tard. Les choses se mettent en place. Il faut vraiment avoir cette idée du découpage dans le temps, de ces séquences dans le temps et dans un temps pas bref, ni long, mais moyen, un temps moyen, c'est-à-dire sur un espace on peut dire de 5 à 20, 30 ans. 5 c'est vraiment un minimum, mais voilà, c'est le genre d'espace-temps dont on parle. Oui. Oui, j'ai juste pas compris pourquoi. Pardon, je parlais du jeune. Je suis désolé, j'essaie de faire tourner au maximum. Vous avez écrit un livre sur le génocide au Rwanda. En quoi est-ce que le génocide vous a plus marqué que les autres expériences pour les fonds et même en Yougoslavie? En quoi est-ce que le génocide est plus important que les autres à vos yeux? C'est pas du tout la même chose. J'en reviens toujours à ça. Une
Hier, c'est une guerre, c'est moche, c'est laid, c'est pas beau. Pardon? La Yougoslavie aussi, c'était une sorte de génocide. Non, non, c'est pas un génocide. Non, non, la Yougoslavie, c'est pas un génocide. C'est ce que je disais tout à l'heure. Non, non, c'est pas grave. Ça n'a aucune importance. Non, non, c'est pas un génocide. C'est une guerre. C'est une guerre. Il y a eu une purification ethnique, mais la purification ethnique, c'est pas un génocide. Non, non, la guerre, c'est terrible, c'est moche, mais bon, c'est la guerre. Mais le génocide, c'est tellement singulier comme expérience. Je sais pas comment dire, mais vous vous rendez compte, je vous parlais tout à l'heure du lendemain du génocide, de ce que représente l'effort de reconstruction pour les uns et pour les autres. C'est quelque chose d'absolument incroyable et qui définit l'entendement en fait. Et humainement, il y a un nombre de choses incroyables à apprendre, à observer ce genre de choses et à comprendre ce genre de choses. Après, rentrer dans la logique du fonctionnement d'un génocide, c'est extrêmement, ça vous apprend énormément de choses, ça vous apprend une chose en fait à la base extrêmement simple, c'est que sous notre peau et sous notre nerf, on peut facilement nous déshabiller de notre peau et de notre nerf pour nous réduire à un squelette et faire de nous, de nos individualités, des choses absolument terribles. Et c'est très facile en fait, de déshabiller l'humanité des uns et des autres. C'est quelque chose de très facile et c'est ce que vous constatez pendant un génocide. C'est ce qui fait aussi la singularité du génocide. C'est à quel point il est facile de déshabiller l'humanité des uns et des autres. Comment transformer une population entière en tueur? Faire quelque chose de dingue. Oui. Une question, encore une fois, on revient au Congo. Sur le Nord Kivu, est-ce que les financements, c'est pas officiel, ils sont démentis côté rwandais, mais est-ce que les prétendus financements de Kagame vers les milices qui opèrent dans cette région-là, du Nord Kivu, car Kagame il est bien tout c'est ça? Oui. Est-ce qu'il y a une espèce de volonté de vengeance cachée en dehors de son pays et de faire quelque chose de se venger, sans vraiment montrer qu'il le fait parce qu'il ne le fait pas dans son pays? Non, pas d'abord voulu, en tout cas pas de ce que j'ai pu constater. Le problème du Nord Kivu, c'est que c'est une région tout simplement totalement incontrôlée. D'abord, ce qui a entraîné le Nord Kivu, même avant le génocide, le Nord Kivu est une région compliquée, extrêmement compliquée, avec des départements locaux extrêmement virulents. Le génocide et la fuite de ceux qui avaient commis le génocide au Congo a évidemment mis des choses. Leur volonté de revanche contre le Rwanda et de poursuivre le combat a entraîné encore les choses, parce qu'ils sont arrivés avec des armes, de l'argent, des réseaux, des soutiens. La région du Kivu, le nord-est du Congo, est devenu un lion de l'Iramini absolument incroyable. Vous avez à peu près 150-200 milices de tous ordres qui sont complètement hors de tout contrôle. Il y a des milices rwandaises, mais il y en a d'autres aussi, des milices congolaises, des milices mais totalement hors de contrôle. Et effectivement, il y a une dispute, quand vous faites la guerre, vous avez besoin de financement, une dispute de captation des ressources locales, mais qui est aussi bien partagée par les Congolais, par les Rwandais, par n'importe quel intervenant, par tous les mafieux. Après, les gens font semblant de dire des intentions, etc. Mais, je veux dire, c'est une nébuleuse qui est absolument incompréhensible et qui n'a aucun sens ni tête. Mais là aussi, il faut connaître le Congo, parce que c'est une région très particulière de l'Afrique. Moi, j'ai passé pas mal de temps, j'ai traversé tout le Congo. Vous avez 5 villes qui sont sur le parcours. Au centre, vous avez une immense panouche noire, c'est une forêt vierge, très difficilement pénétrable. C'est un pays doté de ressources intéressantes, etc. Je pourrais vous raconter des anecdotes là-dessus, mais on n'a pas le temps. Mais, comment vous dire, c'est un pays qui est depuis très longtemps bouffé par la corruption, avec une incapacité à réaliser des choses. Mais je ne parle pas des gens, je parle de ce qu'est devenu ce pays. Il n'y a rien au Congo. C'est la loi de la jungle en permanence. Je ne dis pas ça méchamment. Comment dire, voilà, un jour, je suis sur un bateau sur le fleuve Congo, qui est plus entretenu, donc c'est très compliqué même de naviguer sur le fleuve Congo, qui est pourtant la seule voie de communication
entre l'Est et l'Ouest du pays, ce pays continent, c'est la seule voie de communication et on peut même presque plus naviguer parce que le fleuve n'est même pas entretenu. Et on passe un port et puis le bateau, c'est des gros bateaux, pas des gros bateaux, c'est une espèce de chalut, de barge, de chalut. Et le bateau va dans une crique et puis voilà, je vois que les gars sortent des planches et descendent. Et puis je descends et puis un gars qui me dit « Eh oh, t'as pas payé les taxes ?» Le gars se présente comme un douanier. Je lui dis « Mais c'est pas le port, ici le port il était là-bas. » « Ah oui, mais on fait ça pour pas payer les taxes, mais je veux dire, on ne paye pas les taxes dans le port, mais les douaniers se déplacent dans le port clandestin pour faire payer des taxes clandestines. » Voilà, et tout est comme ça. Imaginez un pays où tout fonctionne comme ça en doublon, où il n'y a pas de structure étatique, rien ne marche. C'est ça que nous voyons après. On vient de donner un sens de lecture dans les affrontements de Wikilou, mais la réalité c'est que personne ne comprend plus rien et que tout le monde est paumé. Tout le monde est paumé. Il y a des logiques, les enfants des génocidaires ont gardé un discours extrêmement rude. Il y a des discours qui sont d'une violence absolument incroyable aussi de la part des Congolais, une espèce d'inflammation des mots absolument incroyable. Et le moyen, en tout cas de ce que je constate, d'essayer d'amener un peu de rationalité, entre guillemets, c'est de dire, voilà, c'est une bataille pour les ressources minières, avec en prêtant des intentions aux uns aux autres. Je crains malheureusement que ce ne soit qu'un moyen d'essayer de ramener un peu de rationalité, de se dire, voilà, mais je pense que la réalité, c'est complètement, voilà, c'est hors de contrôle, totalement. Alors, donc, il n'y aura plus qu'une question, parce que je me suis engagée à libérer l'amphithéâtre, c'est demandé, donc encore une ou deux questions, mais pas plus, d'accord? Alors, vous, oui, c'est ça. Mais je voulais choisir alors les dernières questions. Non, mais vous, ça fait longtemps, ouais, alors, tout fort, Après, toi, c'est ce que je veux faire. C'est quoi le gouvernement qui s'est mis en place au Zanzibar? Et également, quel était l'intérêt pour le gouvernement français de soutenir le gouvernement qui était en place pendant le génocide? Quel était l'intérêt de la France? Quel était l'intérêt de la France de punir le gouvernement qui était en place pendant le génocide? De soutenir. Oui. Je vais commencer par la deuxième question. Moi, j'en sais rien de l'intérêt de la France de soutenir un gouvernement qui commettait un génocide. Les éléments de réponse qu'on peut avoir, et il faut poser la question, hein. Lorsqu'on pose la question, par exemple, Hubert Védrine, il dit que c'est au nom de l'engagement de la France au Rwanda vis-à-vis d'un certain nombre de pays à soutenir les gouvernements en place, que si on lâchait le Rwanda, alors tout à coup, il fallait tomber. Ce qui est complètement aberrant comme raisonnement, parce que quand il y a un certain nombre de pays avec lesquels la France a signé ou avait signé des accords de coopération militaire complets, ce qui n'était pas le cas avec le Rwanda. Donc en fait, voilà, on est sur une construction, lorsqu'on pose la question, les politiques n'ont pas ceux qui ont pris les décisions ne répondent pas vraiment, enfin ils ont un discours auquel ils croient peut-être, hein, ils y croient peut-être, mais c'est un discours inconstitué de fait. Voilà, ça c'est des raisons. Je ne peux pas parler à leur place. Moi, je n'ai pas pris la décision de ni vous non plus. Donc, mais on leur a pas posé la question. Là aussi, c'est un peu le problème, c'est que la question n'aura pas été assez posée. Pourquoi avez-vous décidé de soutenir un gouvernement qui a commis un génocide? Mais tant qu'on ne pose pas les questions, on n'a pas les réponses. Voilà. Le deuxième point, les nouvelles autorités rwandaises. Les nouvelles autorités rwandaises sont les forces qui ont défait les forces génocidaires. C'est donc le président de Rwanda s'appelle Paul Kagame. C'est un homme assez autoritaire. Mais c'est pas une dictature. Le Rwanda n'est pas une dictature. Je vois qu'on mélange souvent l'autoritarisme et la dictature. Le Rwanda n'est pas une dictature. Moi, je vais régulièrement. C'est un pays qui s'est très bien développé d'un point de vue économique. Que vous dire d'autre, c'est un truc, des questions de mémoire. Je ne sais pas très bien quoi vous dire d'autre, mais c'est un pays, moi, c'est très facile d'y aller, là. Il n'y a même pas besoin de visa. Et c'est très beau. Voilà. Après, si vous avez l'occasion, je ne sais pas, allez-y, vous verrez, c'est très beau, c'est peut-être un peu cher, j'en sais rien. Mais c'est très facile d'y aller, on se promène sans aucun problème, et après ça permet de se faire une opinion.
plutôt que d'avoir l'opinion des uns et des autres, on peut se faire soi-même sa propre opinion assez facilement. Je vous encourage à y aller. Moi, je vois que beaucoup de gens en parlent sans y avoir été, ce que je trouve un peu dommage. Voilà. Ben, alors, donc là, on va. Je vous laisse trancher. Hein. Oui, oui, non, mais c'est. Alors, peut-être encore une dernière question. La jeune fille, là, qui est là. Est-ce que justement, pendant ou après le génocide, est-ce que la population a été habituée juste méfiante et. Est-ce que les populations, pardon, est-ce que la population locale rwandaise est justement méfiante quand un Français, par exemple, lui pose des questions ou bien. Ça, c'est quelque chose d'assez remarquable. C'est que la population rwandaise n'a jamais mélangé Paris, enfin les autorités politiques, et la population française. Donc jamais on m'a dit par exemple que t'es un Français, t'es un con, t'es un cerveau, jamais. J'ai jamais eu les cours de ce type de choses qui pouvaient être dites, jamais. En revanche, je vais raconter ça pour l'anecdote, mais lorsque les soldats français de l'opération Turquoise, donc arrivent à la fin du génocide, là encore, je ne vais pas parler, rentrent au Rwanda début juin 1994, les autorités municipales diffusent à la radio des mille collines des chansons pour accueillir les soldats français. Ils diffusent Joe Dassin, les Champs-Élysées, les Champs-Élysées. Et juste après la diffusion, on entend à la radio, c'est pas des blagues, on entend et vous, les filles et tout, préparez-vous, faites-vous belle, les soldats français arrivent, accueillez-les bien, faites-leur, gratifiez-les, etc. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Églantine. Au vu de l'actualité, de tout ce qui se passe en ce moment en Palestine, en Israël, etc., et de votre expérience, quelle est votre position là-dessus? Qu'est-ce que vous pensez de ça par rapport à votre décision de génocide, de vous allez dans le Rwanda? Oui, à Gaza, par rapport à la définition du génocide, à Gaza, c'est pas produit du génocide. Il s'est produit des crimes de guerre, et un crime contre l'humanité, c'est très clair. Les crimes de guerre faisant partie des crimes contre l'humanité, c'est très clair. Le crime de guerre, c'est indiscutable, ça, c'est indiscutable. Enfin, là encore, on est dans le factuel, et puis ça peut être très